Et oui, en ce début d'année 2025, l'économie israélienne se distingue par une résilience remarquable, malgré une année 2024 marquée par des tensions géopolitiques, des conflits, des défis économiques majeurs entre perturbations commerciales, inflation, adaptation stratégique des entreprises. Israël, malgré tout, a su maintenir le cap. Alors, pour analyser ce bilan économique, nous avons le plaisir d'accueillir en direct Dan Katarivas, président de l'Association des chambres de commerce binationales, spécialiste de l'économie en Israël. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup Dan d'être avec nous ce matin sur Radio J et bonne année à vous. Bonne année 2025 en espérant évidemment le retour des otages au plus vite à la maison. Alors pour cette première question, comment vous décririez d'abord l'état global de l'économie israélienne cette fin d'année 2024 après 15 mois de guerre? Écoutez, je dirais que le tableau finalement est relativement positif. Je parle maintenant surtout de ce qu'on appelle le tableau macroéconomique israélien. Il y a une différence entre l'économie en général et donc les données, que ce soit l'inflation, le chômage et les réserves de la Banque centrale, le déficit, tout ça, ce sont en fait les données macroéconomiques, les fondamentaux de l'économie israélienne qui finalement sont effectivement assez positifs, surtout après 15 mois de guerre. Mais il y a également l'image microéconomique qui tient en fait, je dirais, à la poche de chacun des citoyens. Là, la situation est un peu plus compliquée. Les augmentations qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui dans beaucoup de domaines vont faire que la vie en Israël va devenir encore plus chère et on sait très bien que déjà le coût de la vie en Israël est très cher. Et il y a effectivement le problème de beaucoup d'entreprises, surtout des petits commerces, des indépendants, des professions libérales, pour beaucoup de gens qui ont passé de longues journées au Milouim. Comme vous savez, la société israélienne s'est mobilisée pour justement aider les gens je dirais, à passer le mauvais cap et essayer de surmonter les difficultés. Et nous ne sommes pas encore sortis vraiment de la situation. Donc au niveau microéconomique, il y a des problèmes sur le terrain pour les familles, pour les foyers. Là aussi, c'est différent entre le nord, le sud et le centre. Mais dans l'image générale de la force de l'économie israélienne, finalement, je veux dire, tout le monde a été surpris par la solidité, la résilience Tout à fait. de l'économie israélienne. Alors vous parliez aussi de vie de plus en plus chère et on va faire le point aussi puisque les Israéliens doivent faire face à une série de hausses dans différents secteurs que détaille d'ailleurs ce matin le quotidien israélien Maariv. Quels secteurs ont été finalement les plus impactés par les perturbations commerciales et lesquels ont su rebondir facilement? On parle beaucoup du secteur du high-tech notamment qui a surpris. Alors écoutez, il a surpris, mais là aussi l'image n'est pas claire. D'un côté, le high-tech était déjà, je dirais, en difficulté avant le 7 octobre, puisqu'il y avait un ralentissement au niveau global, il y avait une baisse dans le monde entier d'investissement dans des startups, etc. Et Israël, avec ce qui se passait à l'intérieur, avec ce que vous vous souvenez de l'incertitude et tout ce qui se passait à l'intérieur d'Israël dans le domaine de la réforme judiciaire, etc., tout ça avait déjà un impact sur un ralentissement. D'un autre côté, comme l'innovation reste toujours, je dirais, quelque chose de très important en Israël, et on a vu des secteurs comme la cybersécurité, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme le domaine du food tech, qui sont des domaines qui sont porteurs en Israël. Donc là aussi, le high-tech, finalement, avec le ralentissement mondial, aujourd'hui, il y a une relance et en Israël même aussi, on voit à nouveau des investissements étrangers venir et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, justement, c'est le moment d'investir en Israël puisque peut-être que les prix sont plus bas, c'est-à-dire en fait, il y a plus d'opportunités et c'est un bon moment pour investir. Donc, on voit que le high-tech continue à être un moteur de croissance pour Israël et donc les choses à ce niveau-là ne se passent pas trop mal. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui effectivement ont été beaucoup plus touchés, les secteurs en l'occurrence le tourisme, ça c'est normal dans la mesure où une zone de guerre c'est pas une zone où l'on vient en tant que touriste, mais là aussi, je dirais les dégâts qu'on peut au niveau du tourisme, par exemple tout ce qui est l'industrie hôtelière, elle a finalement, je dirais, bénéficié, si vous voulez, c'est assez du fait que les gens qui ont été déplacés du nord ou du sud ont été logés dans les hôtels. Donc les hôtels, malheureusement, n'ont pas eu de tourisme, mais au moins ont pu continuer à fonctionner avec justement les gens déplacés qui étaient dans ces hôtels. Donc le domaine du tourisme, qui n'est pas un domaine
très porteur, mais bon, qui emploie quand même pas mal de milliers de personnes, a été touché. Maintenant, dans les autres domaines qui ont été touchés, mais là, ça a été pas, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu de dégâts matériels importants en Israël dû à cette guerre. Il y a effectivement les zones du nord et du sud qui ont été, je dirais, où les gens ont quitté, et donc ces zones ont été immobilisées, si tu veux, au niveau économique. Et le gros problème que, par exemple, tout le domaine de la construction en Israël est un domaine qui dépendait énormément de travailleurs palestiniens qui venaient travailler en Israël. On parlait à peu près 120 000 travailleurs palestiniens qui venaient. Depuis le 7 octobre, le nombre a été énormément réduit. Donc, si on regarde quelles ont été les répercussions économiques, certainement le manque de main-d'œuvre en général, c'est le problème clé aujourd'hui en Israël. Et c'est dû au fait également de beaucoup de personnes qui sont appelées, je dirais, sur les drapeaux, tous les milouimnikim qui font leur période de réserve. Cela crée un gros problème dans le marché du travail israélien et cela empêche, je dirais, à l'économie israélienne d'arriver à ce qu'on appelle full capacity, c'est-à-dire de vraiment réaliser son potentiel de croissance, vu, je dirais, le manque de main-d'œuvre qui est dû et au problème avec les Palestiniens et au problème des réservistes et au fait que même avant le 7 octobre, il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre spécialisée en Israël. Donc, ça reste un problème majeur. Et pourtant, c'est intéressant, hein, Dan Katarivas, parce que le taux de chômage a continué de baisser apparemment pour atteindre 2,5% en octobre. Comment vous l'expliquez, ça ? Justement, le fait est qu'il nous manque de la main-d'œuvre, donc tout ce qui est en train de se faire en Israël, et là aussi les idées sont assez partagées, c'est faire venir de la main-d'œuvre de l'étranger, faire venir des travailleurs immigrés, si je puis dire, des travailleurs venant d'Inde, de Sri Lanka, d'Ouzbékistan, d'Azerbaïdjan, etc. Donc finalement, il y a le plein emploi en Israël. Vous savez, les statistiques, on peut faire ce qu'on veut avec les statistiques, mais il n'y a pas de chômage en Israël parce que finalement, beaucoup de gens sont ou au Milouim ou au travail. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, je voulais aussi qu'on parle de l'industrie de la défense. C'est vrai que pendant la guerre, Israël a eu le soutien des États-Unis, notamment, qui a financé beaucoup d'armements, qui continue d'ailleurs à financer l'armement d'Israël. Où en est-on concrètement cette année 2025, début 2025, fin d'année 2024 ? Alors, effectivement, quand on parle aussi des bénéfices, si je peux parler de bénéfices de la guerre, c'est effectivement que l'industrie militaire israélienne, d'abord, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on voit d'ailleurs les performances, je dirais, des technologies israéliennes militaires, que ce soit le dôme de fer ou que ce soit le Chetz, toute la défense aérienne, etc. Ça, effectivement, l'image de marque de l'industrie militaire israélienne est certainement en amont. Et cela provoque aussi beaucoup de demandes à l'étranger, vu le fait que en Europe, par exemple, les budgets de défense sont également en train d'augmenter. Donc là, il va falloir trouver le bon équilibre entre, d'un côté, venir aux besoins militaires israéliens, mais d'un autre côté, également profiter du fait qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui pour justement les produits israéliens, que ce soit les drones, que ce soit les systèmes de contrôle, que ce soit tout l'électronique qui va, le cyber et compagnie. Donc l'industrie militaire israélienne se porte bien. Malheureusement, c'est dû effectivement, je dirais, au conflit. Mais là aussi, il faut comprendre que l'industrie militaire, ce qui est important, c'est, je dirais, ce qu'on appelle les retombées civiles, parce que finalement, ce qu'il faudrait, c'est que l'industrie israélienne et l'économie israélienne ne sont pas basées que sur le militaire, mais au contraire, qu'il y ait des retombées dans le civil, et on voit c'est ce qui est en train de se faire. Et là aussi, il va falloir également, et l'un des défis de l'économie israélienne, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre combien on produit en Israël et combien, en fait, on dépend de sources extérieures. Parce qu'il est vrai que cette guerre a montré à quel point Israël, finalement, il y avait une certaine vulnérabilité et heureusement, les Américains sont venus, je dirais, à l'aide d'Israël en envoyant effectivement beaucoup de munitions et beaucoup de matériel. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on réduit cette dépendance ou on essaye de minimiser la dépendance israélienne sur des sources étrangères pour tout ce qui est produits militaires. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus, je dirais, négliger le fait de développer une industrie civile pour une période de paix. Alors je le rappelle, Dan Katarivas, vous êtes président de l'association des chambres de commerce binationales. C'est intéressant aussi de s'intéresser aux partenaires commerciaux finalement d'Israël. Alors lesquels se sont avérés les plus fiables finalement en 2024, hormis les États-Unis? On parle beaucoup de la Chine, de plus en plus de la Chine. Qu'en est-il exactement? Non, alors, écoutez, d'abord,
finalement, je dirais, les exportations israéliennes, ou les importations, exportations, le commerce extérieur israélien, finalement, a été relativement solide. Il y a un seul pays où effectivement les choses sont très mal passées, c'est la Turquie. La Turquie c'est le seul pays qui finalement a imposé un embargo presque total sur les importations et les exportations. Tout le reste du commerce extérieur israélien, finalement, a continué à fonctionner. Et on voit qu'il n'y a pas eu, finalement, il n'y a pas eu d'augmentation très grande d'exportation. Ça, c'est dû justement au manque de capacité de production du côté israélien, parce que la demande, là, elle existe. Pour ce qui est de la Chine, écoutez, la Chine, il faut mettre les choses dans leurs proportions. La Chine n'a jamais été un partenaire important pour les exportations israéliennes. Oui, c'est un partenaire important pour les importations. Je lisais ce matin dans le journal qu'aujourd'hui, les Chinois sont le numéro 1 sur le marché de l'automobile israélienne. Donc, on continue certainement à importer beaucoup de voitures électriques en provenance de la Chine, mais les relations économiques entre Israël et la Chine sont surtout basées sur le fait que nous importons les produits bon marché et de bonne qualité de Chine. Pour ce qui est des exportations israéliennes, les choses depuis des années sont relativement stagnantes. Et pour ce qui est de la coopération entre Israël et la Chine pour des projets d'infrastructure, oui, c'est vrai, des grosses boîtes chinoises ont gagné des appels d'offres israéliennes pour, par exemple, le métro de Tel Aviv, ou en fait le tramway de Tel Aviv. Mais là aussi, on voit qu'il y a, je dirais, un certain ralentissement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même Israël fait partie du camp occidental. Nous sommes des alliés des Américains, et là, il faut prendre en considération également, je dirais, les intérêts américains. Et je dirais, les Américains essayent de créer, je dirais, un front anti-chinois, et Israël ne peut pas se permettre trop de liberté dans ce domaine-là. Il doit quand même essayer de se mettre sur la même longueur d'onde que les Américains. La Chine est importante, mais ce n'est pas aujourd'hui un partenaire, je dirais, majeur, sauf au niveau des importations. Mais pour ce qui est de l'expansion de la coopération, par exemple, dans la recherche et le développement, dans l'innovation, la Chine n'est pas le partenaire le plus important. Au contraire, c'est l'Europe et les États-Unis qui continuent à l'être. Alors, une dernière question pour terminer, Dan Katarivas. Avec l'entrée de la nouvelle année, les Israéliens doivent faire face, on l'a dit, à une série de hausses dans différents secteurs. Le quotidien Maariv, ce matin, a alerté sur une série, effectivement, des hausses de prix qui attendent les ménages en Israël dès ce mois de janvier 2025. La TVA est passée de 17% à 18%, ce qui impacte les dépenses courantes, le carburant, l'immobilier. Comment ces hausses, finalement, de taxes et de tarifs vont affecter les ménages, et quelles mesures, surtout, le gouvernement pourrait prendre pour limiter l'impact sur les familles les plus vulnérables? Écoutez, la guerre coûte beaucoup d'argent. Elle coûte de l'argent d'abord. Et la guerre est un très grave problème d'abord au niveau des pertes humaines, et ça n'a pas de prix. Mais au niveau du prix, effectivement, aujourd'hui, on chiffre à presque 300 milliards de shekels le coût de la guerre, et ça, il faut le financer. Donc, qui va le financer? Ça va être les citoyens israéliens qui vont avoir à effectivement participer à l'effort de guerre au niveau économique. Cela va probablement, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'augmentation du niveau de vie dans les années à venir. Tout le monde va être obligé de effectivement faire des économies, réduire certains services publics vont être réduits, mais ça c'est inévitable. Maintenant, le gouvernement, là, je dois dire que le gouvernement pourrait faire certainement beaucoup mieux. Les priorités aujourd'hui du gouvernement, à mon avis, et pas seulement le mien, mais beaucoup de personnes en Israël pensent que le gouvernement, dans son comportement économique, ne met pas les priorités qu'il faut. Il y aurait des économies à faire dans certains domaines, comme par exemple fermer un nombre de ministères qui sont certainement superflus, et prendre des mesures qui justement pourraient alléger un petit peu le poids sur les citoyens. Mais il est certain que les écarts sociaux, malheureusement en Israël, vont probablement s'élargir, parce qu'effectivement, en période de crise, ce sont les éléments les plus fragiles qui souffrent plus, et les éléments et les gens qui sont plus solides souffrent moins. Donc là aussi, il faudrait une politique qui soit une politique beaucoup plus axée sur le social. Mais malheureusement, vous savez, les ressources sont limitées. Et je pense que quand on regarde, je dirais, l'avenir dans 2, 3, 4 ans, à moyen et à long terme, finalement, les fondamentaux de l'économie sont très
solide, et je pense que je suis un optimiste à voir l'augmentation, je dirais, et la croissance qui reprendra, et la situation géopolitique qui, elle aussi, peut avoir des influences très positives si on va vers une situation ou une normalisation avec des pays dans la région, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, ce qui provoquerait un changement géopolitique dans la région. Cela aura des influences très positives sur l'économie également. Eh bien, merci beaucoup, Dan Katarivas, pour ces précisions et ces explications ce matin. Important, effectivement, de faire un point sur ce qui s'est passé cette année 2024. Très bonne année 2025 et à très bientôt.